influences océaniques qui arrivent des plaines de Toulouse et les influences méditerranéennes qui arrivent forcément de la Méditerranée très proche. Et donc un petit microclimat très particulier en Languedoc où, sont nés les premiers effervescents dans le monde. Alors, bon, vous savez, bon, on est un peu dans le sud, hein, donc on a rajouté un petit peu quand même. Hein. Mais bon, il est vrai quand même qu'on a retrouvé des écrits qui datent de 1514 exactement, de 1514, où déjà, donc, à la cour des différents rois de France, alors je ne sais pas, 1514, je ne sais pas lequel c'était à l'époque, François. On je crois qu'en 1515, il y a une bataille célèbre. En 1515, il y a une bataille vachement célèbre. Donc à mon avis, c'est le même qui était dans la bataille. C'était pour vous faire réviser votre histoire. Et donc en 1514, on a trouvé déjà des écrits qui disaient que moult flascons de Limoux partaient à la cour des rois de France, et donc et ce vin était déjà effervescent. Voilà. Donc on est quand même les plus vieux, je suis désolé, par rapport à nos amis champenois, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais normalement, ils n'ont pas trouvé des écrits si vieux que nous. Voilà. Donc ce vin était là, pourquoi? Parce qu'il y avait un cépage qui s'appelait à l'époque la blanquette, Blanquetto, parce que Blanquetto en occitan, parce que la blanquette fait des feuilles blanches au printemps, et donc on a des coteaux poudrés et des coteaux un peu blancs, donc blanquette. D'où le nom blanc, c'est pas un petit blanc, hein, c'est des vignes blanches un peu. Et donc aujourd'hui on appelle le Mauzac. Le Mauzac c'est l'appellation gaillacoise, puisqu'on est les deux seuls endroits donc, en France et dans le monde où on fait du Mauzac, Limoux et Gaillac. Et pourquoi alors cette méthode effervescente est née chez nous? On pense que effectivement c'était fait dans les différents monastères, avec des moines qui n'avaient pas grand chose à faire sinon de faire du vin, donc forcément voilà, ils se testaient, donc oui, je raccourcis, je vais vite. Et certainement qu'en plus ce cépage est assez fantasque et fait ce qu'on appelle des arrêts de fermentation et des redémarrages de fermentation naturelle. Donc il est pas linéaire, il ne part pas en fermentation, il ne finit pas sa fermentation jusqu'au bout, mais il fait des arrêts. Donc certainement, vous savez, les grandes inventions c'est toujours ça. On a certainement bouché des barriques un peu plus hermétiquement que les autres. Donc on a gazéifié à l'occasion d'un redémarrage de fermentation en barrique, on a gazéifié naturellement le produit. Ils ont ouvert ça, ils ont dit tiens c'est bon, et comment on va faire pour essayer de faire la même chose la prochaine fois. Et donc voilà, et donc c'est comme ça que sont nées les méthodes effervescentes, a priori, donc grâce à des redémarrages intempestifs de fermentation en barrique. Bon, forcément après, les méthodes se sont évoluées et on est arrivé à ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode traditionnelle, donc la méthode dite avant champenoise, mais nos amis champenois ne veulent plus qu'on appelle la méthode champenoise, donc on appelle ça méthode traditionnelle, et qui est donc une deuxième fermentation, cette fois-ci dirigée en bouteille. Voilà. Et donc vous avez, je pense que tout le monde connaît la méthode traditionnelle, ou j'explique en quelques mots rapidement? Oui, tu l'expliques. Hein, oui, tu l'expliques. Une méthode traditionnelle, donc c'est du champagne, mais c'est aussi donc, tous les vins effervescents, enfin une grande majorité des vins effervescents de qualité de France. Hein. Donc effectivement, on vient de parler de la blanquette de Limoux. Il y a tous les créments de France, les créments de Loire, créments d'Alsace, créments du Jura, créments de Bordeaux, créments de Bourgogne. Et puis d'autres méthodes qui sont plus proches de chez vous, telles que le Saumur ou le Vouvray. Donc tout ça, ce sont des méthodes traditionnelles. Alors qu'est-ce qu'elles ont de traditionnel? Ben, justement, c'est un processus quand même qui est très complexe et qui est, pour moi maintenant, passionnant. C'est-à-dire qu'on fait, un vin de base, on fait un vin de base qui est au départ un vin, moi j'appelle ça un vin tranquille, c'est un vin non gazéifié, donc vous faites un vin classique, à part qu'il a quand même des qualités différentes, puisqu'il est, il est un petit peu moins alcoolisé qu'un vin classique, puisqu'en général on vendange pour obtenir un vin à 10 degrés, 10,5 maximum d'alcool. Et il a des qualités d'acidité beaucoup plus importantes aussi. Parce que le but, contrairement à un vin tranquille, on va chercher dans l'effervescence l'acidité. Chose qui est quand même assez particulière. Donc on a notre vin de base, donc ça on le fait en cuve ou en barrique. Moi je fais un peu des deux, hein. Je fais un peu de barrique, un peu de cuve. Donc je réalise mon vin de base. Et après, l'étape qui est vraiment capitale et qui est donc celle de la deuxième fermentation, se fait en bouteille. Donc à l'intérieur de chaque bouteille, on va mettre donc, du vin forcément,
Mais pour faire redémarrer la fermentation, on va rajouter un levain. Donc là, c'est là où, on va dire, le secret ou le savoir-faire du vigneron entre en mesure, puisque il faut démultiplier un levain, et on part de, vous voyez, par exemple, pour mettre en bouteille 30 000 bouteilles, ça va faire, il faut 4% de levain final, donc 4% de 30 000 bouteilles, bon, je ne sais pas combien, ça fait à peu près 400 litres, grosso modo, 412. Donc ça fait quand même une certaine quantité non négligeable de levain, et on part d'un petit barricon de 10 litres. Et on démultiplie pendant 4, 5, 6 jours, le temps qu'il faut. Donc on démultiplie, comme le ferait un boulanger en fait. On démultiplie un levain, et après, donc, dans chaque bouteille, on mélange le levain et du sucre. Alors, à peu près 20 grammes, 21 grammes de sucre pour obtenir 6 bars de pression. Donc à l'intérieur de chaque bouteille, après une fois que forcément les levures, qu'est-ce qu'elles vont faire au contact du sucre? Elles vont consommer le sucre, augmenter un petit peu l'alcool final, puisque donc on part de, je vous dis, à peu près de 11, et à peu près on va prendre 1 degré d'alcool, donc on va arriver aux alentours de 12, et on va se retrouver donc avec un produit donc, naturellement gazéifié par les levures à l'intérieur, qui va faire 6 bars de pression. Donc là, dans chaque bouteille, c'est des petites bombes à 6 bars, 7 bars. Voilà, donc nous sommes équipés pour les cocktails Molotov. Voilà, donc et forcément donc, avec un capsulage au démarrage, donc capsule fer, bon, qui est, bon, forcément avant c'était pas comme ça, avant on mettait des bouchons avec des morts, avec des agrafes. Bon, maintenant c'est des capsules alu, bon, pour éviter les oxydations, pour éviter tout ce qui est effectivement déviation en termes de goût. Et donc on met tout ceci donc, sur latte, donc au repos, pour que la gazéification, donc la deuxième fermentation, la prise de mousse aussi, comme on le dit souvent, donc se fasse. Et ça peut durer minimum 1 an chez nous, et ça peut durer très longtemps, quoi. On peut garder des bouteilles comme ça 10 ans, à la rigueur. Bon, il y a peut-être un moment où il va y avoir d'autres choses qui vont se passer, mais plus le vin reste au contact de la levure et donc en fait de la ligne, hein, on a fait une petite vinification dans chaque bouteille, plus forcément on va se retrouver avec un produit qui va n'être en aucun cas le vin de démarrage. C'est-à-dire que le vin que vous rentrez dans la bouteille ne va pas ressembler, enfin, le vin final ne ressemble en aucun cas au vin de début de l'assemblage. C'est ça qui est quelque part magique. Voilà, donc forcément on se retrouve avec des bouteilles complètement opaques, hein, puisque là-dedans il y a du vin et de la levure, hein, donc forcément si je vous servais ça, vous ne seriez pas peut-être très heureux. Hein, donc, il y a des